Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et premier podcast de 2026. Et pour ce podcast, j'ai l'honneur d'accueillir Benjamin. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, je l'ai démarché pour qu'il vienne dans un de mes podcasts. Et du coup, il va nous raconter un peu ce qu'il fait. Donc, beaucoup d'IMO, bourse. Enfin bref, plein de choses, businessman avant tout. Donc hâte de connaître son parcours. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, les amis, je le répète. On est bientôt à 8000 abonnés sur ma chaîne YouTube. On est pas mal sur les réseaux, donc TikTok, Insta, Twitter. Donc n'hésitez pas à partager aussi, ça me fait super plaisir. Je te laisse te présenter, après on rentrera un peu dans ton Pas de problème. parcours. Merci en tout cas pour l'accueil, pour l'invitation. Donc pour me présenter, donc Benjamin Guillochon, j'ai 33 ans, j'habite en région centre et je suis du coup multi-entrepreneur et investisseur. Euh, donc dans le domaine de l'événementiel pour la partie un petit peu entrepreneuriat et après vraiment immobilier, bourse, crypto, placement exotique quoi. Alors du coup, pour en revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux nous détailler un peu ta jeunesse, comment tu as commencé, à quel âge tu as touché ton premier business, ton premier billet, est-ce que tu as eu des petits échecs avant? On parlera des échecs peut-être à gros capital après. Pour commencer vraiment au tout départ, alors j'ai jamais été très scolaire, on va dire, j'étais vraiment élève moyen et terminé. Par contre, j'ai commencé très tôt à être dans le milieu, on va dire, de l'entrepreneuriat. Donc j'ai lancé ma première auto-entreprise, j'avais 16 ans, donc en mode autodidacte sur Photoshop. En tant que petit graphiste, je faisais également de l'impression. Et après, j'ai continué mes études pour faire plaisir, on va dire, à la famille. J'ai monté du coup mon deuxième business à ce moment-là, donc c'était dans ma période bac plus 2, je crois. Donc à 16 ans, tu lances ton premier business et t'es pas scolaire. C'est ça, ouais. T'es pas scolaire, Pas du tout. donc enfin, ça se passe comment la scolarité? Tu le vis mal, tu as de mauvaises notes C'est pas que je le vis mal, c'est vraiment élève moyen, donc je rentrais chez moi, en fait, je faisais vraiment ce que je voulais faire, donc apprendre à faire du graphisme sur Photoshop, quoi. Les devoirs, je les faisais pas. J'arrive au niveau des contrôles en mode à l'arrache, quoi. Je prenais la note que j'avais, et puis c'était tout. J'ai quand même fait un bac plus 2 et une licence en entrepreneuriat, évidemment, que je n'ai pas eu, donc c'est vraiment la petite parenthèse qui est rigolote. On nous apprend l'entrepreneuriat, mais les profs n'ont jamais fait d'entrepreneuriat, n'ont jamais créé de société, donc c'est un peu le paradoxe. Mais ouais, du coup, vraiment élève moyen en mode on y va et c'est tout, quoi. Est-ce que du coup tu peux détailler un peu ce que tu apprends du coup dans cette licence? Par exemple, bah voilà, tu dis que ouais, les profs n'ont jamais fait d'entrepreneuriat, je suis 100% d'accord avec toi. Est-ce que tu peux détailler un peu genre ce qu'ils vous disent, ce que vous faites, est-ce que vous démarchez des entreprises, est-ce que vous regardez des business plans? Grosso modo, on apprenait tout ce qui est marketing, tout ce qui est économie, à comment monter une société. On avait des petits gestions de projet qu'on devait créer sur un projet entrepreneurial, mais on n'avait vraiment pas de choses concrètes. On ne nous apprenait pas à vraiment créer de A à Z une société. On voyait vraiment les sujets, on va dire, les plus importants, mais sans rentrer dans les détails, quoi. Ça ne nous permet pas, après la licence, de pouvoir monter une boîte en toute tranquillité. Donc ton premier business, c'est un business de graphisme. Mm. À 16 ans, le graphisme à l'époque, 2013 par là, Encore un peu 2010. plus... Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Donc ça marchait super bien. Ouais, donc t'avais ta boîte et du coup tu faisais quoi? Tu faisais des logos? Ouais, c'est ça. Ben, on était vraiment à l'avènement de Photoshop, donc il n'y avait pas tout ce qui était IA, Ah oui, évidemment. maintenant ça a changé. C'était même, enfin, j'ai commencé sur Photofiltre, donc vraiment l'ancêtre de Photoshop. Ok, avant ça s'appelait Photofiltre. Je Ouais, bah, savais même c'était pas, vraiment tu vois. une version, on va dire, gratuite de Photoshop. Et j'ai commencé sur ça, et après, au fur et à mesure, je suis allé sur Photoshop en bouffant des tutos sur les forums, etc. Et ouais, donc j'ai fait de la création de logos, j'ai fait des flyers, enfin, des choses, on va dire, basiques pour l'époque, quoi. Super. Est-ce que avec cet argent, je sais pas, tu coffres, tu mets de côté, tu réinvestis dans ta seconde boîte, comment ça se passe après? Moi, j'ai mis un petit peu de côté en sachant que quand je suis passé du coup en bac plus 2, j'étais apprenti également à côté. Donc je vivais évidemment chez mes parents, donc ça me permettait tout le salaire de le passer vraiment, on va dire, en épargne sur mon compte bancaire. T'étais quelqu'un du coup qui mettait beaucoup de côté. Ouais, ouais, quasiment 80% était mis de côté. Enfin, Ouais, tu faisais pas de dépenses.
C'est ça. Et en parallèle aussi, en bac+2, du coup, j'organisais des soirées dans des boîtes de nuit, des choses comme ça, les soirées étudiantes, où on faisait payer l'entrée. Du coup, l'argent, enfin, il n'y avait pas d'asso à l'époque, je n'avais pas monté d'asso, donc elle est directement dans ma poche, qui m'a permis aussi de pouvoir, enfin, tous les mois, sortir un petit billet de 800 000 balles d'entrée de boîte de nuit et de placer cet argent, du coup, dans mes poches, quoi. C'est bien, bien, bien. Et les boîtes prenaient une commission Non, bah après les boîtes prenaient leur consommation C'était juste la classique au bar. conso, Ouais, toi tu prenais la moi je place. prenais juste Punaise, l'entrée et ok. terminé quoi. Ouais. Ok, ok. Ouais, parce que je vois que ça marche bien, les soirées étudiantes en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi à l'époque ça marchait bien. Maintenant, ouais, je sais pas du tout. Ouais, Je parce suis qu'en plus fait, il dedans. y en a tellement que... C'est ça. Ok, donc tu fais ça. Et ta deuxième boîte, du coup, ça se passe comment? Alors, ma deuxième boîte, du coup, je l'ai montée en 2011, en parallèle également de mes études en bac+2, de mon apprentissage, etc. Et là, on est sur un business type e-commerce. Je revendais des produits d'entretien de voiture, donc ce qu'on appelle le detailing, donc tout ce qui est esthétique, véhicule, avec les produits de polissage, avec le lustrant, etc., les microfibres. Ça m'a tenu, on va dire, 2 ans, donc c'était Ah vraiment une ouais, première punaise. expérience dans le e-commerce, dans la gestion de sites internet, dans les campagnes Google et tout comme ça. J'ai arrêté au bout de 2 ans pour monter ma société que j'ai actuellement dans l'événementiel. Pourquoi t'as arrêté, du coup? Parce que les marges sont vraiment minimes quand tu revends, il faut vraiment te faire du volume. Tu faisais même pas x2. On faisait du x2, mais après quand tu enlèves toutes les charges et tout, pour sortir un salaire, c'était un petit peu la misère. La société était en bénéfice, mais j'avais pas de salaire derrière. Après, j'étais apprenti aussi à côté, donc en soi, j'avais pas forcément besoin de salaire. Mais on va dire, ouais, c'était une première expérience pour entrer un petit peu dans le domaine du site internet, dans la création, dans le marketing également. Sur Shopify, t'avais fait ça? Non, c'était Oxatis. C'était un site un peu de no-code où tu as juste à mettre des blocs. Enfin, un truc assez simple, quoi. D'accord. Donc l'e-commerce, tu faisais pas de bénéfices à proprement parler. Donc tu vas dans l'événementiel. Moi, j'ai fait beaucoup d'événementiels dans ma vie. Je préfère, tu vois, le business en ligne. Bon, après, moi, c'était l'événementiel, des soirées, etc. Donc voilà. Toi, pourquoi tu préfères l'événementiel, du coup? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te rapprocher de ça, en fait? Quand j'ai monté ma boîte que j'ai actuellement, on faisait de l'édition de livres et de la communication. Donc vraiment pas d'événementiel du tout. En fait, au fur et à mesure des années, on a fait des virages à 360. On est parti dans le street marketing. On a fait de l'animation en mascotte depuis le 2019 maintenant. On est vraiment sur de l'événementiel artistique, spectacle, parade dans les rues. Sur ce côté-là, enfin, comment ça se passe? Est-ce que t'as beaucoup de demandes? C'est des demandes par saison? Comment tu gères? Aujourd'hui, on a une grosse saisonnalité. Le chiffre d'affaires de l'année repose à peu près à 80% sur le mois de décembre. C'est quoi? C'est Noël? Ouais, c'est ça, c'est la période de Noël. On travaille beaucoup avec les collectivités, donc les parades de Noël. Là, dans le coin, on a fait Bourg-en-Bresse, Tassin à demi-lune. On a quand même pas mal de clients collectivités qui ont vraiment des budgets à Noël qui sont assez conséquents, ce qui nous permet du coup de proposer des parades avec un nombre d'artistes de 5 à 60 artistes. Et après, tout le reste de l'année, on est pareil sur des thématiques Pâques, Halloween, enfin des saisons fortes, quoi. T'as ça en événementiel? T'as d'autres choses ou pas? Pour l'instant, j'ai pas d'autres business, on va dire, physiques. Donc après, ça va principalement des SCI, on va dire. Et après, j'ai une petite activité également de bar à cocktail mobile. Donc en gros, on se déplace avec un comptoir de bar et on va directement sur les événements. Donc il n'y a plus besoin de faire une soirée dans un bar. On vient directement dans un séminaire et on fait les cocktails en fait. Et du coup, tu sors de bac+2 et c'est direct que t'enchaînes l'événementiel ou tu fais des petits jobs à côté? J'ai été 2 ans apprenti du coup en gestion logistique, donc vraiment rien à voir avec mon parcours actuel d'entrepreneur. Après, j'ai fait encore un an en apprentissage dans une boîte d'informatique où ça s'est pas très bien passé parce qu'au final, j'étais lâché, on va dire, dans le grand bain et j'en avais pas grand-chose à faire, quoi. J'ai l'impression que les personnes, tu vois, qui sont pas vraiment scolaires, par exemple, moi je le suis pas du tout. Bah l'informatique, on va dire tout ce qui est vidéo, montage, marketing, internet, les réseaux, tu vois, je connais par cœur, je maîtrise. Mais par contre, tu vois, être assis sur un bureau, parce que j'avais fait des tafs de bureau un peu avant, je déteste ça. Ouais, je comprends. Enfin, tu vois, je trouve ça ennuyant. Je sais pas pour toi. Ouais, bah c'est pour ça que après cette année d'apprentissage, j'ai vraiment arrêté tout ça et je me suis vraiment lancé après à fond de balle dans l'entrepreneuriat, dans ce qui m'anime. En gros, t'as arrêté du jour au lendemain et tu t'es dit quoi dans ta tête? Je me suis dit, bah faut y aller maintenant, faut se lancer, faut se donner un pied au cul et puis faut vivre à fond de ce qu'on crée, quoi. À ce moment-là, est-ce que t'as de l'argent de côté? Est-ce que t'as une idée de ce que tu veux faire? Ouais, bah pendant cette période, j'avais déjà de la boîte d'événements
l'événementiel. On était sur des chiffres vraiment bas. J'ai monté cette boîte un peu en mode, je suis allé voir le banquier, j'ai ouvert mon compte, j'ai pas demandé de crédit, enfin j'y suis allé, j'ai mis 1500 balles et terminé quoi. C'est pour ça que ça m'a pris du temps à générer vraiment du chiffre d'affaires comme je fais aujourd'hui. Mais c'est quelque chose où enfin j'y suis allé sans business plan, sans prévisionnel, enfin vraiment à l'arrache on va dire. Mais à cette époque-là quand même j'avais de l'argent de côté, enfin je pouvais me permettre de me casser la gueule, enfin derrière j'avais de quoi rebondir quoi. Et toi, tu penses qu'il faut avoir beaucoup de côté quand tu lances un projet comme ça ou pas? Non, pas forcément. Je pense qu'il faut monter un business tant qu'on n'a pas de contraintes, genre pas d'enfants, pas un crédit immobilier à rembourser. Enfin, du moment que tu n'as pas de contraintes, je pense que tu peux monter ton business même avec zéro en poche, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument un business plan quand tu te lances? Est-ce que c'est mieux d'en avoir un? Ou tu penses que le business plan se fait au fur et à mesure de ce que tu construis? Je suis mitigé. Je pense qu'un business plan pour avoir vraiment une vision claire peut servir. Le business plan va déjà servir si tu veux lever des fonds auprès d'une banque en dette. Donc c'est quasiment obligatoire. À part si ton banquier c'est ton meilleur pote et qu'il Ouais, va dire vas-y on y va, je te donne la thune. Faut pas se cantonner au business plan. Enfin tu vois moi tous mes business je les ai montés quasiment sans business plan, sans analyse de marché derrière. Enfin, j'y suis toujours allé un petit peu en mode allez on y va et on verra quoi. Est-ce que tu as une routine en tant qu'entrepreneur? Parce que je sais que c'est dur parfois d'être productif, par exemple. Moi, je reviens d'une semaine dans le sud où j'avais un peu lâché prise, là, où les gens sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus apaisés. Parce que bon, je vis quand même à Lyon, entre Lyon, Paris, Genève, etc. Je trouve que c'est le speed et d'être allé dans le sud, ça m'a fait me sentir bien. Toi, est-ce que tu pars souvent? Est-ce que tu bouges souvent? Alors, tous les matins, je me lève à 5 heures, je vais me baigner dans l'eau glacée. Non, je déconne, je suis vraiment borderline. Donc, c'est-à-dire que je fais vraiment mes journées, enfin, je prévois pas grand-chose de mes journées. Tu vis au jour le jour. Ouais, franchement, j'y suis en mode tranquille. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je travaille pas. Enfin, aujourd'hui, en fait, j'ai une liberté de faire ce que je veux de mes journées. Bon, après je travaille 7 jours sur 7 parce que j'aime travailler, parce que j'aime ce que je fais. Mais si demain je prends une semaine de vacances, je prends une semaine de vacances. Enfin, la boîte elle continue de tourner parce que là, actuellement, novembre-décembre, je suis vraiment à fond dedans et le reste de l'année, c'est un peu plus chill. Donc, j'ai pas de routine, on va dire, type pour être productif. Il y a des journées où t'as pas envie parce que enfin, t'es pas motivé, tu vas faire une tâche, tu vas passer une demi-journée à la faire parce que enfin, ton cerveau il est complètement déconnecté. Et au contraire, tu as des journées hyper productives où là, bam, tu vas enchaîner 4, 5 de trucs. Tu vas monter un business plan pour un nouveau business. Enfin vraiment, les journées se ressemblent pas. J'ai pas de routine. Du coup, tout à l'heure, tu sais, on parlait de business plan et tu nous as dit qu'il fallait vraiment aller lever des fonds auprès d'une banque ou faire un crédit. Toi, est-ce que tu as des conseils pour, je sais pas, faire un crédit, que ton business plan soit bien? Là, on parle de gros crédits parce que je pense que 5-10 000 euros avec ta banque, voilà. Faut savoir qu'un banquier va pas forcément miser sur ton projet, va plus miser sur ton profil. Tu peux avoir un meilleur projet, enfin le meilleur projet du monde. Si derrière tu es une merde pour vendre ton projet, enfin tu donnes pas confiance, le banquier te suivra pas en fait. Donc je pense que c'est déjà l'image que tu renvoies par rapport à la gestion de tes comptes. Si jamais tu vas lever des fonds dans cette banque, si tu es à découvert, enfin ils ont tout un historique, ils ont une note bancaire sur ton profil. Déjà si cette note est bonne, tu pars déjà avec un meilleur ratio. Et après le business plan, aujourd'hui il y a l'IA qui existe. Donc qui peut vraiment te mâcher le travail, qui peut te mâcher la mise en forme. Et après derrière c'est vraiment ton ressenti, c'est vraiment ce que tu as apporté plus, si tu réponds vraiment à un problème, à quel problème tu vas répondre, comment tu y réponds, etc. Aujourd'hui un business plan on va dire ouais ça c'est simple à mettre en place, mais c'est vraiment le fait que c'est ton profil personnel qui va faire que tu peux arriver à avoir un crédit quoi. Ouais, il faut vraiment y aller et s'aider du coup de l'IA, d'avoir quelque chose de construit. Et tu penses qu'il faut faire ça avec sa propre banque ou aller démarcher d'autres banques Ça dépend vraiment de la relation avec ta banque. Moi, je sais que quand je demande un nouveau crédit, je vais voir principalement ma banque. Si jamais j'ai un refus, dans ce cas-là, je pars démarcher d'autres banques. Et je commence toujours par ma banque pour vraiment avoir cette relation gagnant-gagnante. Tu me donnes un crédit, derrière, je vais te ramener du flux financier et voilà quoi. On va parler un peu d'IMO. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'IMO et comment tu commences? Alors, j'ai commencé en 2019. J'ai acheté un immeuble. Là, tu as rigolé à 20 000 euros. Immeuble de combien d'étages? C'est un petit immeuble à 2 étages dedans, ouais, une surface de 250 mètres carrés. C'est un immeuble mixte, donc tu as une cellule commerciale en bas, il y avait un petit box de stockage, de la taille d'un studio, donc 15 mètres carrés. Et à l'étage, après, tu avais 2 appartements.
Bon, après, c'était une ruine, quoi. Enfin, à part la toiture qui était bonne, mais tout le reste était à refaire. J'ai fait un crédit de 45 000, donc c'est comme ça que j'ai commencé l'IMO. Ça a été mon premier investissement pour recentrer un petit peu les choses. Moi, j'habite entre Bourges et Châteauroux, donc vraiment dans région centre, dans la diagonale du vide. Donc les prix de l'IMO là-bas, enfin, c'est... on est vraiment bas, quoi. Mais du coup, il y a beaucoup d'habitations là-bas Là, ou... tu vois, moi j'habite dans une ville de 10 000 personnes. Après, l'avantage de cette ville, c'est que tu as deux usines Louis Vuitton et une usine Safran qui ont un bassin du coup économique qui est assez important et où il y a une demande, on va dire, locative de meublés qui est également assez importante pour loger les ingénieurs. Enfin, il y a pas mal d'apprentissage aussi avec Safran, notamment dans l'aéronautique. Tu le savais ça quand t'as investi Ouais, ou... ouais, Ouais. après, ouais, c'est pour ça que j'ai investi dans cette ville-là, parce que du coup, bah, hormis le fait que j'habite dedans, du coup, pour gérer, c'est plus facile, mais avec ce bassin économique, enfin, c'est banco, quoi. Il y a plus de demandes que d'offres, donc c'était vraiment le critère, on va dire, optimal. Et j'ai commencé comme ça, du coup, en 2019, par ce petit immeuble, donc que j'ai acheté 20 000, j'ai fait un crédit de 45 000 pour faire un petit peu de travaux. Et au final, j'ai pas fait de travaux du tout, j'ai loué directement le local commercial à 400 euros par mois, ce qui me couvrait largement le crédit parce que j'étais sur un crédit à 250 euros par mois. Et au bout de 9 mois, du coup, j'ai trouvé un deuxième immeuble chez mon notaire, donc pas très cher, je l'ai négocié 95 000. Et là, un immeuble beaucoup plus gros, donc avec un local commercial, un garage, un duplex de 100 mètres carrés et un appartement de 35 mètres carrés. Punaise, mais c'est rien. En fait, quand tu vois les prix à Lyon, tu te dis, mais ça a rien à voir. Ça, c'est affolant. Quand je dis ça, tout le monde me regarde, Ouais. pourquoi? Mais moi, j'arrive pas à y croire en France qu'il y ait des trucs comme ça. Comment ça se fait que ce soit autant pas cher? Bah, je pense après c'est vraiment la situation économique. En gros, les salaires sont plus bas, je pense, dans des villes comme là où je suis par rapport à Lyon. Où Lyon, bah, forcément, les loyers sont plus chers, donc il faut que le salaire soit aussi en correspondance, on va dire, avec les loyers. Puis il y a peut-être moins de travail là où t'es. Ouais, il y a moins de travail. Concrètement, il n'y aurait pas Louis Vuitton et Safran, enfin, tout le monde serait au chômage, quoi. Ça représente, aller sur les 10 000 habitants, ça te représente un bassin, on va dire, économique de quasiment 3 000 personnes qui travaillent dans ces usines. C'est quasiment un tiers des habitants, donc c'est vraiment énorme, quoi. Bernard Arnault, si tu tombes Ouais, c'est sur ce ça, ne pars podcast, pas. ne Ne pars délocalise pas. pas tes ateliers. Sinon, Sinon, ouais, sinon il ne va pas être il faut content. me prévenir avant et puis je revends avant, quoi. Bah, je pense que là, après, c'est toute la France qui va payer. Ouais, bah 130 000 emplois en France avec LVMH, oui, ça risque de faire mal quand même. Donc, ouais, deux beaux apparts. Pourquoi 130, même pas 115 000? Ouais, c'est ça. Bon, après, j'avais fait un crédit un peu plus. Je crois que j'avais emprunté 115 000 pour le deuxième immeuble, pour faire un peu de travaux. Mais au final, ça appartenait à un plombier, donc tout était clean. Enfin, je pouvais louer comme ça. Bon, après, j'ai changé le sol pour mettre du parquet un peu plus moderne. J'ai refait la cuisine pour que ça soit aussi un peu plus moderne. Et au final, tout s'est loué directement. Et tu vois, je paye un crédit de 560 par mois. C'était à l'époque des crédits à 1%. Donc, vraiment Ce qui là. n'existe plus. Ça n'existe plus. Et aujourd'hui, ça me génère à peu près 1 700 euros de loyer par mois, quoi. Donc, tu as vraiment un delta qui est assez important. Est-ce que la taxe foncière est élevée? Aujourd'hui, je crois que sur cet immeuble, je paye 1 500. Mais c'est que dalle. C'est grâce à la holding, du coup? Non, même pas, parce que la taxe foncière est vraiment indépendante, on va dire. Enfin, elle dépend vraiment de la mairie. Punaise, mais attends, ma sœur a un appart à Vienne, elle a 800 euros de taxe foncière. C'est beau. Punaise. En fait, c'est vraiment par rapport à la mairie, c'est eux qui Bah, en fait, tu as décident. une partie qui est nationale, donc qui augmente, enfin qui depuis 2 3 ans là, fait que d'augmenter. Mais après, tu as vraiment une partie qui est inhérente en fait à la mairie et au département. On va parler un peu des avantages et des inconvénients, du coup, de l'immobilier. Si tu avais des avantages à nous donner, des inconvénients. L'avantage, c'est vraiment que tu investis dans de la pierre, donc dans quelque chose qui logiquement ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. À part si tu as un bombardement ou si vraiment tu as acheté un immeuble qui s'écroule et qui tombe. Donc tu as vraiment, c'est un investissement long terme où tu sais que chaque mois tu vas avoir des retombées financières. Et on va dire c'est un peu l'investissement préféré des Français, quoi. Enfin, aujourd'hui en France, tu as un effet bancaire qui est un des seuls dispositifs, je crois, au monde à avoir cet avantage-là. Donc aujourd'hui, tu peux t'enrichir facilement grâce à l'immobilier en contractant des prêts bancaires auprès de ta banque. Donc ça, c'est vraiment l'avantage numéro un. Après, un inconvénient, c'est chronophage, quoi. Tu peux être réveillé aller du jour au lendemain à 21 h parce que ton locataire a fait péter la chaudière, que tu as un dégât des eaux. Enfin, derrière, tu dois tout gérer toi-même. Enfin,
toujours, on va dire, cette appréhension que ton locataire t'appelle parce qu'il y a un truc, enfin, il y a une connerie ou... J'en ai fait les frais parce que du coup, mes parents ont fait du coup, de l'immobilier. Et on avait une maison qui était tenue par un enfant en bas âge mais handicapé, une femme au foyer et du coup son mari qui ramenait de l'argent. Mais on a retrouvé la maison dans un état et en fait, il y avait énormément à refaire. Et donc, ils ont préféré la revendre. Est-ce que c'est pas mieux du coup d'investir dans des villages comme toi tu es pour que les gens, je sais pas après peut-être que les gens sont peut-être plus différents de Lyon ou de Paris. Moi, personnellement, j'investirais pas dans une grande ville comme Lyon, comme Bordeaux, comme Paris ou quoi que ce soit. Je préfère vraiment les petites villes, donc les villes de 10, 15, 20 000 habitants maximum. Pourquoi? Parce que généralement, t'as pas de plafond, enfin, t'as pas, ouais, les loyers sont pas plafonnés comme tu peux avoir notamment à Bordeaux en ce moment. D'ailleurs, j'ai vu un truc là-dessus. En gros, le loyer, tu devais avoir, ouais, t'avais un plafond de loyer. Et en fait, si tu le mettais moins cher, tu devais payer l'équivalence. Ah ouais, j'ai vu passer un truc comme ça aussi, ouais. Mais c'est vrai cette histoire? J'en ai aucune idée. Ah, j'ai trouvé ça fou quand même. Mais ouais, j'ai vu un article là-dessus, ouais, où le propriétaire, du coup, Mais louait. c'était à Paris, ça que j'ai vu. Ouais, ça, c'est un truc comme ça, et au final, il a dû payer après la mairie ou un truc comme ça. Ouais, du coup, 10, 15, 20 000 habitants max pour les plafonds, enfin les loyers plafonnés. Je fais aussi de la courte durée, du coup, t'as pas cette question de est-ce qu'ils vont bloquer la courte durée ou quoi. Courte durée, c'est moins de 3 mois? C'est Airbnb? Ouais, c'est type Airbnb en fait, et le problème c'est que tu vois, Saint-Malo, tu prends La Rochelle, en fait ils bloquent les courtes durées et au final les propriétaires se retrouvent chez un appartement que j'en fais quoi. Parce qu'ils n'ont pas envie de le louer à l'année, parce que risque de squat, risque de dégradation, donc aujourd'hui ils se retrouvent avec que des appartements où ils font rien dedans parce qu'ils veulent pas le louer en fait. Toi, tu préfères louer à courte durée ou longue durée? Ça dépend, moi j'ai vraiment un mix. J'ai de la courte durée et j'ai du meublé à l'année. Je fais pas de location vide à l'heure actuelle parce que les dispositifs fiscaux n'étaient pas forcément avantageuses et je trouve qu'il y a plus de risques de dégradation sur un appartement que tu loues nu qu'un appartement que tu loues meublé. Enfin, après ça reste ma vision des choses mais J'y réfléchissais, mais ouais, t'as raison. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en termes d'immobilier, t'as combien, on va dire, d'appartements aujourd'hui j'en ai 14. Quand tu dis 14, c'est... Vraiment tout confondu, ça peut être le garage que je te parlais tout à l'heure, Ouais, ça peut voilà, ok, être ouais. un local commercial, ça peut être un appartement, une maison, Et 14 en tout. Ouais. c'est pas trop compliqué à gérer? Aujourd'hui, ça va. Le plus chiant à gérer, on va dire, c'est le turnover sur les meublés à l'année. Parce qu'à chaque fois, il faut se déplacer, il faut faire l'état des lieux, si jamais. Enfin, t'as toujours des petits trucs à faire après qu'un locataire parte, donc c'est ce qui est un petit peu chiant. Et nous, on a quand même un turnover qui est assez élevé parce qu'on loue principalement à des apprentis, en fait. Des apprentis de chez Safran, donc ils vont rester sur 1 an, 2 ans max. Et au bout de 2 ans, tu vois, ils partent, en fait. On a quand même cet effet de turnover qui prend quand même un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, après, on n'est pas à plaindre en termes de temps. On n'a pas eu trop de galères. Là, tu vois, la dernière galère que j'ai eue, c'était il y a un mois, mais ça faisait peut-être 5 ans que j'avais rien eu. Donc, en C'est gros, là, normal, ça reste ouais, c'est normal. ça. Ouais. Et encore, là, c'est la faute du locataire. Il a pris, en fait, tu sais, c'est une chaudière au gaz, donc il a remis de l'eau dedans, sauf qu'il a oublié de fermer le robinet. Donc, sur tension et boum. Ouais, du coup, faut prévoir des frais quand même. En fait, c'est vrai que quand tu vois de cette manière-là, et quand t'as des frais peut-être à 1000, 2000 euros, ça va vite. Ouais, ça peut aller vite. Après, moi, je touche vraiment. Bon, il n'y a pas de bois ici, mais je touche du bois. J'ai pas eu trop de galères à l'heure actuelle. Après, c'est pas des villes forcément exposées à... C'est ça, on est beaucoup moins exposé qu'à Lyon, à Bordeaux ou à Paris. Même en termes de squat, tu vois. Enfin, j'ai jamais eu de squat, j'ai jamais eu de dégradation d'appartement. Enfin, C'est des gens qui viennent pour travailler ouais, et c'est être en ça. Ouais. famille. Qu'est-ce que tu penses des love rooms? Beaucoup de personnes en ce moment investissent là-dedans, m'en parlent un peu. Dernièrement, il y a un ami qui en faisait une. Les nuits sont quand même à 200, 250 euros. Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen de faire du cash Sachant que les love rooms, t'es obligé de faire passer une femme de ménage, changer l'eau, t'as le jacuzzi, t'as les trucs comme ça. Aujourd'hui, j'en ai une. En 2020, j'ai acheté un bâtiment sur Issoudun. Prépare-toi, 27 000 euros. Putain.
Donc avec cave voûtée de 40 mètres carrés, un rez-de-chaussée, un étage et un grenier. Bâtiment médiéval, il a été monté a priori en 1500. Bon, vraiment une ruine, hein. Il y avait eu un départ d'incendie intérieur, j'ai tout refait, j'en ai eu pour 275 000 euros de travaux, enfin un truc énorme. Waouh! Et j'ai créé un bar du coup dedans, un bar à cocktail, que j'ai gardé 2 ans parce qu'au final la rentabilité n'était pas forcément celle que j'attendais et il y avait beaucoup de problèmes de clientèle. On commençait à avoir une clientèle, on va dire, pas comme on voulait. C'était dans ton village, du coup? Ouais, c'est ça, dans la ville, Ouais. ouais. Je faisais vraiment du CSP+, avec des cocktails à 10-12 balles, donc vraiment, Un peu haut de gamme, quoi. c'est ça, du haut de gamme. Et au final, je commençais à avoir, on va dire, de la mauvaise fréquentation qui, au final, faisait fuir le CSP+. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, c'est ça. Donc, enfin, on a mis un vigile. Enfin, le vigile servait à rien. Enfin, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Et le deuxième problème, c'était qu'on était un petit peu excentré du centre-ville et en fait, les gens ne prenaient pas la peine de prendre leur véhicule, de se garer, alors qu'il y avait un parking juste à côté, tu vois. Mais ne prenaient pas cette peine-là de venir. Et en plus de ça, on n'avait pas de terrasse. Du coup, l'été, enfin, Ah ouais, putain, ouais, c'est on embêtant. était KO. Donc moi, au bout de 2 ans, j'ai dit, bah, c'est bon, on arrête. Enfin, j'ai puis la flemme, tu vois. Enfin, je me suis dit, on arrête les frais. C'est à partir de là que j'ai pivoté en bar à cocktail mobile de manière à rembourser le crédit que j'avais contracté auprès de la banque. J'aurais pu faire une liquidation judiciaire. Enfin, derrière, c'est un truc, bah, je m'arrache, je rembourse pas le crédit et terminé. Sauf que je considère que la relation bancaire est plus importante. Ah ouais, alors attends, parce que quand t'as une liquidation judiciaire, les relations avec les banques, c'est... C'est la merde grosso modo parce que bon après ils ont des assurances de prêt etc. Parce que ouais, du coup, c'est eux qui doivent rembourser? Ou Bah, en ça... gros, ils perdent l'argent en fait. Donc, Ah il va y ouais. avoir une vente aux enchères du mobilier, etc. pour rembourser les créanciers. Généralement, ça couvre pas. Après, moi, le prêt était quand même garanti par la BPI à hauteur de 60%, mais tu avais 40% restant qui, au final, s'évaporait, quoi. Donc, j'ai préféré vraiment bah, pivoter et continuer à rembourser mon crédit que je rembourse tous les mois quand même. Donc, avec cette activité de bar à cocktail mobile. Mais du coup, là le bar dont on parlait, t'as fait quoi? T'as revendu ou... Non, bah, du coup, j'ai pivoté. J'ai transformé en love room. Ah, c'est à partir de là que t'as... C'est ça, j'ai acheté le comptoir, j'ai revendu un peu de mobilier parce que enfin tout ce qui est frigo, ça me servait plus quoi. Ouais, mais donc tu pouvais pas faire de liquidation judiciaire, vu que t'as transformé le lieu, le bar en love room. Si, parce qu'en fait, les murs ont été achetés par ma SCI. Ah ouais, Donc d'accord, ok, ouais, en gros, j'ai c'est compris. dissocié en Ok. fait. T'as quand même pu te relever financièrement grâce à ça. En fait, j'ai complètement pivoté, j'ai revendu le matériel, j'ai arraché la cuisine, j'ai mis un sauna à place, j'ai arraché le comptoir de bar, j'ai mis l'espace nuit avec le lit. Dans la cave voûtée, j'ai mis un jacuzzi, jeu de fléchettes, enfin, j'ai vraiment pivoté. La thématique du bar, c'était la prohibition. Donc j'ai gardé cet esprit prohibition pour faire une atypique room, un peu love room. Donc on retrouve ce côté love, bah, qui est, on va dire tendance à l'heure actuelle, mais je trouve qu'il commence à y en avoir quand même pas mal et pour se démarquer c'est compliqué. Donc cette thématique prohibition permet de se démarquer complètement. On est vraiment dans une immersion, t'arrives, t'as de la musique enfin de la musique jazzy, t'as l'ambiance avec les bougies, avec les petits spots, etc. Donc t'as vraiment, enfin c'est classe quoi, c'est pas les love rooms avec le néon rose dégueulasse, le truc que tu vois partout quoi. La petite cheminée. C'est ça, les trucs horribles quoi. C'est... Là, tu disais que les love rooms, ils commençaient à en avoir pas mal. Toi, du coup, est-ce que tu es sur Airbnb? Comment tu fixes ton prix? Et est-ce que, du coup, c'est rentable? Bah, aujourd'hui, c'est rentable parce que j'avais le lieu, on va dire, qui était déjà prédisposé à le faire. J'ai rajouté un billet de, je crois, 20 ou 30 000 euros pour bah, le jacuzzi, spa, la literie de qualité, etc. Ouais, t'as transformé le Et j'ai lieu. transformé du coup aussi les toilettes en salle de bain parce que hier, je n'avais pas de salle de bain. Aujourd'hui, le prix est fixé, je suis à 200-220 euros en semaine et entre 230-250 le week-end. Du coup, ça marche bien, t'as de la demande. Ouais, ça va. Ben, c'est toujours loué beaucoup les week-ends et la semaine c'est calme, hormis en période genre juillet-août, tu vois. Août, on a dû faire 22 nuits sur 30, donc un truc, je m'y attendais pas, du coup, j'avais pas anticipé les prix par rapport à ça. Donc maintenant, je sais qu'il y a de la demande au mois d'août, donc je vais pouvoir optimiser, on va dire, un peu plus les prix. C'est principalement les week-ends. Aujourd'hui, on s'en sort avec une moyenne de 10 nuits par mois sur on va dire, les moments un peu creux. Et après, août, ouais, je te le disais, on a fait 22. Décembre, pareil, avec la période de Noël, on a dû faire une quinzaine de nuits.
qu'aujourd'hui, ouais, ça reste rentable, quoi. 10 nuits par mois, ça fait 2200. Ouais, c'est ça. Bon, après, moi, j'ai pas mal de charges d'électricité. Je paye 350 d'électricité par mois. Juste avec la Lovro? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comme j'ai toute la partie cave voûtée, j'ai mis un déshumidificateur dedans qui pompe de l'énergie, mais T'es obligé. je suis obligé. Et de laisser aussi tourner la clim à 27 dans la cave constamment, ouais. Parce que sinon, il y a de l'humidité. Ouais, c'est ça, t'as de l'humidité. Et puis même, enfin, pour respirer, enfin, Belle expérience dans l'immobilier. un petit virage 360 encore, comme on aime. Il n'y a pas d'échec, il y a que le jour où tu as un échec, si tu es en capacité de pivoter, tu n'auras pas d'échec. Si par contre bah, tu te pètes la gueule parce que ton truc il marche pas, mais qu'au final tu dis bah putain je suis une merde et tout, bah, au final ce sera vraiment un échec parce que t'as pas su rebondir derrière, quoi. C'est fou quand même de ne pas être scolaire. Tu vois, en fait, ça motive, je pense, les gens, d'ailleurs, ceux qui nous regardent, de ne pas être scolaire. Tu sors avec un bac+2, tu rates ton diplôme et tu ressors avec 14 lots d'immobilier. T'as quelques petites galères, mais bon, ça reste minime comparé à ce que tu sors. Donc franchement, bravo pour le parcours. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de la bourse quand tu as commencé à rentrer dans la bourse? Est-ce que tu touches un peu à la crypto? Est-ce que tu as fait 2-3 moves intéressants? Est-ce que aussi tu touches aux matières premières comme l'or, l'argent? Alors j'ai commencé la bourse, je crois que j'avais 18 ans, j'avais fait des petites opérations, qu'à l'époque j'avais fait Gameloft, une action jeux vidéo. J'avais fait 2-3 petits moves comme ça pour expérimenter, on va dire. Et après j'ai commencé vraiment en 2019 en même temps que l'IMO, j'ai fait notamment l'introduction de la FDJ où j'ai fait un x2 dessus, donc au niveau de l'intro c'était magnifique, j'ai bien revendu au bon moment parce qu'après ça s'est complètement cassé la gueule. Et aujourd'hui ouais, je suis vraiment exposé via un PEA, donc j'ai pas de compte titre ordinaire on va dire. Donc au niveau du PEA, j'en ai réouvert un parce que j'en avais clôturé un justement pour me faire un apport sur un projet immobilier, donc j'avais clôturé le premier. Je l'ai réouvert je crois il y a 2 ans et aujourd'hui ouais, je suis sur le classique ETF SP500 majoritairement. Après j'ai des actions on va dire Père de Famille, Air Liquide, Total, Schneider, et après j'ai des actions un peu plus volatiles, un peu plus small Risqué. caps. Ouais, Compagnie des Alpes, c'est ceux qui gèrent les parcs Astérix, Walibi, les stations de ski également. Où là j'ai un bon ratio dessus, j'ai acheté au mois de novembre, je suis à 22% de plus-value, donc magnifique. Wow. J'ai acheté du Exosens aussi qui font les lunettes pour l'armée, en fait, les lunettes vision de nuit, les trucs comme ça là. Pareil, je dois être à 20% dessus depuis novembre. Donc 2 small caps pour l'instant qui sont vraiment pas mal. Après, je fais de la crypto aussi un petit peu. Donc j'ai commencé en faisant vraiment les trucs que tout le monde faisait, acheter du Shiba, les trucs assez... Les mêmes euh, coins, shitcoins. ouais, c'est ça, les trucs vraiment volatiles. J'ai eu ma période NFT aussi. J'ai perdu quand même pas mal d'argent dans les cryptos. J'ai pas fait de move, on va dire, exceptionnel dans les cryptos. Ah, c'est rouge ou noir, hein, crypto, Ouais, hein. c'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment exposé majoritairement à 60% BTC, à 20% Ethereum et après 20% Solana et XRP. Je suis vraiment plus dans Shitcoin, dans coin les et tout. altcoins. J'ai arrêté ces conneries. Là, j'en achète tous les mois et je laisse courir, quoi. Et comment tu divises ton portefeuille? Par exemple, ce que tu sors par mois, en termes de pourcentage, comment tu divises sur ton portefeuille crypto et ton portefeuille de bourse? Après, je sais que le PEA, du coup, c'est la banque directement qui fait les placements. Enfin, PEA, moi je suis sur Bourseau, du coup, c'est moi qui. Tous les mois, j'achète la même quantité des mêmes actions. Ça me permet de lisser vraiment sur l'année. S'il y a une action, on va dire, qui est vraiment. J'ai fait vraiment une connerie là. Typiquement Interparfum en ce moment, qui est une catastrophe, doit être à moins 27% dessus. Catastrophe parce que c'est du luxe, c'est les parfums. Donc il y a les pivots au niveau des marques, au niveau des licences. Il y a les problèmes avec les frais de douane aussi aux États-Unis. Donc c'est comme le secteur du luxe, on va dire, avec Trump au pouvoir depuis, ça s'est un peu cassé la gueule. Bah, le vin, LVMH, tout ça, ouais, c'est... Donc là, je suis pour parler, de voir si je vais vendre Interparfum ou pas. J'attends qu'il verse ses dividendes parce qu'Interparfum, en fait, a 10 actions. Il t'en offre une chaque année. Là, tu vois, je dois avoir 70 actions. Donc ça me permet d'avoir 7 actions plus ses dividendes. Donc à voir si après ça, je vends, quoi. Tu verses un gros montant, enfin, comment tu gères ton portefeuille? Je vais te prendre un exemple sur 1000 balles par mois. Je mets 100 euros en pro-lending. En gros, c'est de la. En fait, tu as des porteurs, genre des marchands de biens qui portent un projet et tu viens leur prêter de l'argent. Enfin, plusieurs personnes viennent leur prêter de l'argent. Donc, pour arriver à 300 000 par exemple. C'est un peu un club d'investissement où du coup ils misent sur des startups, un peu comme ce qu'il fait. On est vraiment sur de l'immobilier. Du coup, c'est comme si tu faisais un crédit bancaire, sauf que à la place de rembourser, on va dire, la banque, tu viens rembourser en fait les petits investisseurs particuliers, quoi. Et donc, ça te permet un rendement de
12% sur du 12, 24, 18 mois, enfin. Sur Boursorama? Là, c'est la première brique. Après, je sais pas si tu connais Brix. Alors non, franchement, C'est un peu le même système, en gros. Tu viens vous prêter vraiment de l'argent aux marchands de biens qui font de l'immobilier et ça permet de compléter, on va dire, une enveloppe bancaire, quoi, quand il t'en manque un petit peu. Donc, je mets 100 euros sur cette plateforme-là, ce qui me permet d'avoir un rendement à l'heure actuelle de 11%, donc c'est pas mal. Annuel, quand tu dis Ouais. 11%, ouais, c'est annuel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Bah, c'est mieux que le livret A. Ouais. Après, je mets 300 euros en crypto et 600 euros en PEA Et tous tu les mois. DCA du coup en Ouais, crypto? je des CA de partout, ouais. Et 600 euros en PEA. Ouais. D'accord. Ta base est de 1000 euros ou Non, c'est un peu plus. entre 1000 et 2000? Là, aujourd'hui, ouais, je suis quasiment autour de 2000 euros d'invest par mois, quoi. Wow. Bon, c'est fort. C'est fort. Et donc, ouais, t'es à 3600 par an du coup? Ouais, ouais, enfin 1000 euros. J'ai fait avec la base de 1000 euros, Ouais, mais. j'investis entre 18 et 20 000 euros par an entre la crypto, l'or, le PEA, enfin vraiment tout Et confondu, quoi. ouais, du coup, en termes de pourcentage, tu fais un plus combien? Par exemple, sur 2025, est-ce que t'as un ratio ou... Sur la bourse, c'est catastrophique parce que j'ai Interparfums du coup qui fait chuter. Au final, tape des gros pics et après ça redescend. Tu vois, le SP500, je l'ai acheté en décembre 2024 principalement. Après, j'ai fait du DCA. Ça s'est cassé la gueule jusqu'à moins 10%. Là, aujourd'hui, je dois être à plus 14. Mais au final, la somme de tout, je dois être allé sur un an, je dois être à plus 2%. Donc, c'est pas énorme. Après, on n'est pas dans les meilleures années de bourse. En fait, moi, j'ai vendu mon PEA pendant le Covid. Oh Là où tout le putain. monde a racheté pendant le Covid, Oh tu la vois. pire erreur. C'est ça, parce que du coup j'avais le bar en même temps et il me fallait. Je t'avoue, je suis honnête avec toi, on fait tous la même erreur. J'ai fait pareil en crypto, j'ai fait pareil avec l'or. Quand tu vois le graphique de l'or qui est comme ça, moi je sors là, et l'or il est là. Inès, t'es pas trop bien quoi. Ouais, j'avais complètement tout revendu mon PEA pendant le Covid là pour avoir un apport justement pour payer le bar du coup, enfin payer le fonds de commerce du bar. J'ai fait pareil. Et au final, ouais, 2025 ça a été une année un peu pourrie en termes de bourse à cause notamment de Trump avec les frais de douane, etc. Enfin, il a réussi à tout faire chuter. Bon, après tant mieux parce que ça permet d'acheter plus bas. Ah bah moi je me suis fait liquider sur les frais de donne. Parce que je m'attendais à un pic en Q4 et je me suis fait liquider. Donc, mais ouais, Trump a quand même fait grimper le Bitcoin à son ETH, hein. Ouais, c'est ça. On aimerait bien qu'il le refasse. Après, est-ce que ça va se faire? Après, pour moi, le Bitcoin, de toute façon, grimpera toujours, vu qu'il y a vraiment une limite de 21 millions de jetons qui seront émis. Donc, Après, moi, je pense que la crypto, ça va continuer à exploser. Et c'est une question de temps maintenant. Maintenant, est-ce qu'il y aura des gros pics comme avant, on a connu? Je sais pas. Je sais pas si ça sera, tu vois, en mode petit à petit ou. je pense que oui, quand même. Après, l'avantage qu'on a maintenant par rapport à avant, c'est que les grandes institutions, BlackRock, par exemple, émettent des ETF en crypto, en Bitcoin, en Ethereum. Donc, on a déjà cette base-là qui permet de, on va dire, sécuriser un peu le move. Après, le problème, c'est que quand il y a des grosses baisses, tout le monde vend, vend. donc c'est la merde. Et Moi, au sur final, quand tu es au Twitter, plus haut, tout le monde achète. Donc, en fait, il y a un effet pervers dans le truc. Et il faut attendre que là, il y ait une hausse pour que tout le monde réachète. Et au final, ça continue à exploser parce que plus ça augmente, plus les gens se disent, putain, je vais rater le train, faut que j'achète, faut que j'achète. Après, le problème de la crypto, c'est que tu as beaucoup de FOMO maintenant où tous les gens. Par exemple, moi, le premier, j'ai connu une liquidation, bah, je referais pas la même bêtise que j'ai faite, tu vois. Donc, est-ce que les gens tu sais, qui sont vraiment dans la crypto feraient les mêmes moves qu'avant? Je sais pas. C'est pour ça que moi, je fais vraiment que du DCA sur du Bitcoin. Je laisse dormir et terminer. Comme la bourse, avant, je m'amusais à faire du trading. Je revendais, je réachetais, je faisais un peu de la vente à découvert et tout. J'ai arrêté toutes ces conneries parce que c'est. En fait, t'as une chance sur je sais pas combien de réussir. La légende et la science dit que 95% tu vas te prendre Ah une ouais. droite, quoi. Donc maintenant, je laisse dormir et puis je vise vraiment le long terme. Là où avant, j'étais un peu plus court terme. Ouais, Maintenant, tout moi de j'arrête suite. avec le court terme. Ouais, maintenant, j'ai Ça, appris la patience, tu vois. Pareil, exactement. Je suis pareil que toi. Pour finir ce podcast, est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose à dire, à partager aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Je pense que les gens qui veulent se lancer, il faut qu'ils se lancent déjà. Personne ne le fera pour vous, donc si vous prenez pas votre destin en main maintenant, vous êtes terminé, quoi. Enfin, on est dans un monde où la retraite potentiellement en France n'existera plus. Du jour au lendemain, il peut y avoir une troisième guerre mondiale parce qu'il il y a des gugus qui font un peu n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ouais, si vous prenez pas votre destin en main maintenant tout de suite, enfin personne ne le prendra pour vous, donc les risques, faut les prendre maintenant. Vous vous cassez la gueule, vous relevez un peu plus fort. Vous réussissez, tant mieux, vous aurez réussi votre vie, quoi.
Je le vois comme toi. Merci d'être venu du coup à Merci ce à toi. podcast. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir. C'était vraiment, vraiment bien. Très intéressant. N'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires, les amis. Vraiment, n'hésitez pas. Et à très bientôt, les amis. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à suivre. Et voilà. Merci à tous.